Bonjour à tous et à toutes et bonjour Tariq. Bonjour Anna, et encore bravo pour l'animation de l'atelier de ce matin. J'en profite pour dire à celles et ceux qui nous regardent sur YouTube ou en une de Mediapart que pour participer, pour poser des questions et échanger avec nous, il faut aller sur événement au pluriel.mediapart.fr. Évidemment. Bienvenue dans cette table ronde enquêtée sur les violences sexistes et sexuelles. L'année dernière, l'entretien avec Adèle Haenel a fait grand bruit et ça avait été le point de départ d'un MeToo dans le cinéma français, accompagnant une nouvelle vague du féminisme. Dans l'hôtel Ibis Batignolles, au sein des équipes des fast-food McDonald's, en passant par la mairie de Paris ou la place Beauvau, les violences sexistes et sexuelles sont partout. Mais la loi du silence s'effrite de plus en plus. Mediapart documente et accompagne cette libération de la parole, mais aussi ce qu'on a appelé la libération de l'écoute, parce que les personnes qui se révoltent contre le patriarcat et qui dénoncent les violences sexistes et sexuelles, il y en a beaucoup et depuis longtemps. Comment Mediapart traite ces affaires? Nous vous proposons d'en discuter aujourd'hui avec les journalistes de l'équipe spécialiste de ces questions. Bonjour Marine Turki. Et bonjour, alors Lénaïgue Bredou va nous rejoindre d'ici quelques minutes. On va commencer la table ronde et elle prendra le train en marche. Est-ce que Marine, tu peux nous présenter ton travail et nous expliquer en quoi il consiste? Ah bah Lénaïgue est arrivée. Et on dirait que Marine est partie. Alors, Lénaïgue, est-ce que tu veux nous présenter ton travail? Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je travaille à Mediapart depuis 10 ans maintenant et depuis plusieurs années, en fait, en parallèle de mon travail de journaliste politique, j'ai de plus en plus travaillé sur les questions de violence sexistes et sexuelles, de sexisme, parce que quand vous couvrez la politique, vous êtes très rapidement confronté à ce sujet et à cette question. Et de fil en aiguille, voilà, aussi en réalisant plusieurs enquêtes sur ces questions, notamment visant des responsables politiques, notamment voilà, Denis Baupin en 2016, l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale écologiste. Et j'ai été amenée à traiter de plus en plus ces questions parce que plus vous vous en occupez, plus on vous sollicite sur ces questions. Et puis, évidemment, l'actualité a fait que ces sujets ont pris de plus en plus de place dans l'actualité et aussi dans notre couverture, avec évidemment l'affaire Weinstein en 2017 et le mouvement MeToo partout dans le monde. Donc voilà, jusqu'à il y a quelques semaines, je faisais un peu les deux choses à la fois, c'est-à-dire à la fois j'étais responsable du pôle politique et à la fois je faisais des enquêtes sur ces questions avec d'autres, hein, Marine en parlera justement. Et depuis quelques semaines, je suis donc désormais intégralement consacrée au sujet de violences sexistes et sexuelles et d'inégalité de genre, de questions de genre en général, puisque je suis responsable éditoriale aux questions de genre à Mediapart, qui est un poste inspiré de postes de gender editor qui existent dans certains journaux à l'étranger, notamment New York Times, c'est là que la fonction a été inventée, qui est un poste à la fois de coordination éditoriale de la production de Mediapart sur ces questions et aussi de veille transversale avec l'ensemble des services, du moins c'est ça l'objectif, pour veiller à moins invisibiliser les questions de genre et les femmes en général. Merci. Est-ce que Marine est de retour parmi nous? J'ai pas l'impression. Peut-être qu'on va commencer du coup par une question qui nous vient de Claire qui nous demande, un an après la prise de parole de Adèle Haenel, quel bilan faites-vous de MeToo en France, médiatiquement et politiquement? Alors, c'est deux. Bon, voilà, Marine pourra aussi compléter la réponse si elle arrive à nous rejoindre. Je pense qu'elle doit avoir des problèmes de connexion. En gros, je pense que le bilan, il est mitigé. C'est-à-dire que il y a des signaux très contradictoires, on va dire. C'est-à-dire qu'on voit bien quand même que les questions de violences sexistes et sexuelles sur les majeurs comme sur les mineurs, ce qui était le cas dans l'affaire Adèle Haenel, a pris plus de place dans l'espace public, qu'on le considère plus légitime qu'avant. Parce qu'avant, en gros, on considérait que c'était un sujet mineur, on ne se rendait pas compte en fait de l'ampleur qu'il avait dans la société. Aujourd'hui, cette prise de conscience, je pense, a progressé, notamment probablement dans les plus jeunes générations. Et puis on voit aussi
dans le champ journalistique, dans le champ des médias, qu'il y a de plus en plus de sujets sur ces questions, que la couverture médiatique s'est globalement développée. Alors évidemment, à Mediapart, on est voilà, tout particulièrement en pointe sur ces questions, je crois qu'on peut quand même le dire, mais on n'est pas tout seul. Il y a évidemment d'autres médias qui avancent sur ces questions, et je pense que c'est quand même un signal positif qui dit quelque chose du moment dans lequel on est. Mais vous avez des signaux absolument inverses, et le symbole, je pense, le plus édifiant en la matière, il y a eu deux symboles édifiants en la matière. Il y a évidemment, si on reste sur le cinéma, la cérémonie des Césars qui a suivi la prise de parole d'Adèle Haenel, qui a vu le couronnement de Roman Polanski, le départ d'Adèle Haenel et des prises de position absolument clivées, opposées au sein du cinéma français, entre les gens qui ne voyaient pas le problème, qui disaient qu'il fallait séparer l'homme de l'artiste, enfin voilà, avec des considérations parfois extrêmement caricaturales, et des gens qui disaient non mais s'il vous plaît, réveillez-vous, regardez tous ces sujets qu'on n'avons pas voulu voir jusque-là. Donc vous aviez des positions extrêmement clivées. Mais on voit justement aujourd'hui voilà, que finalement Roman Polanski n'est plus dans l'Académie des Césars depuis très récemment. Voilà. On a vraiment tous ces signaux contradictoires. Mais à l'inverse, vous prenez la composition du gouvernement, le gouvernement d'Emmanuel Macron, quand il change de Premier ministre, il nomme un nouveau gouvernement sous la direction de Jean Castex, et vous avez dans ce gouvernement deux personnalités qui sont à l'inverse du mouvement dans lequel on est. Le premier, c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, parce qu'il est mis en cause dans une affaire pour viol. Il est évidemment présumé innocent, hein, il n'est même pas mis en examen, mais le fait d'être visé par une enquête sur une plainte pour viol alors qu'il est le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire le patron des enquêteurs, pose un problème évident de conflit d'intérêts, sans compter par ailleurs que les révélations que Mediapart a publiées sur Gérald Darmanin montrent bien qu'il y a un minimum une question d'abus de pouvoir qui se pose, qui est vraiment problématique de manière générale, comme ministre évidemment, parce que c'est une fonction éminemment symbolique, et l'autre personnalité du gouvernement dans un autre registre, mais qui pose tout autant de questions, c'est Éric Dupond-Moretti, qui est quand même le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, c'est-à-dire aussi le garant d'une meilleure justice dans les affaires de violence sexistes et sexuelles, parce qu'on a bien vu que c'était un des nœuds du problème, puisqu'il y a très peu de plaintes qui aboutissent à des condamnations, sans même parler, enfin, qui aboutissent à des procès déjà, sans même parler de condamnation. Donc on sait bien qu'il y a un gros problème au niveau de la justice, et vous avez un ministre de la Justice qui a lui-même dit que les féministes étaient des hystériques qui exagéraient à peu près toutes les questions, et qui a tenu des propos extrêmement durs, non pas en tant qu'avocat quand il a défendu ses clients, parce que ça c'est son plein droit, même si on peut tout à fait contester la manière qu'il a de défendre ses clients, mais même comme dans ses ouvrages, dans ses écrits, dans ses entretiens, dans sa parole à lui, a tenu des propos clairement antiféministes, considérant que MeToo était quand même une grande exagération mondiale. Bon, c'est un signal absolument effroyable qui a été envoyé par Emmanuel Macron à toutes les femmes et tous les hommes, par ailleurs, férus d'égalité de ce pays. Merci Lénaïg. On a une question de Aaron Mousse. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de pouvoir être présent pour ce live de Mediapart, un journal digne d'intérêt public, un journal qui est dans un des derniers remparts contre la désinformation. C'était toujours plaisir à lire. J'ai plein de questions à vous poser. La première, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, jeunes lycéens, pour faire sensibiliser à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles? Et une question à vous, chers journalistes, si vous le voulez bien, pourquoi avoir voulu devenir journaliste? Alors, la sensibilisation. Ouais, c'est une question. La première question, c'est une question très difficile. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme lycéen? Moi, ça fait malheureusement assez longtemps que je ne suis plus lycéenne, donc j'ai vraiment peur de faire la vieille personne qui donne des mauvais conseils à un lycéen. Déjà être soi-même conscient de ces enjeux, des enjeux de sexisme, des questions de violence sexiste et sexuelle, déjà dans son propre comportement, dans son attention aux autres, dans la détection en fait de ce qui se passe autour de nous, rien que de voir en fait. Je vais prendre un exemple pour rattacher au travail que je fais dans les enquêtes. On le dit toujours, et on le dit souvent avec Marine, qu'il y a évidemment les sources qui sont très importantes, les personnes qui racontent ce qui leur est arrivé, mais il y a évidemment aussi tous les témoins, toutes les personnes autour qui ont pu voir, qui ont pu entendre, qui ont pu recueillir un récit. Et ces personnes sont parfois, souvent des garçons,
qui sont parfois dans l'entourage des personnes concernées ou parfois dans l'entourage des agresseurs ou des harceleurs. Et ces personnes-là sont clés dans nos enquêtes. Ça veut dire aussi que c'est une vigilance collective qui permet de faire reculer les violences sexuelles. Si tout le monde joue un peu ce rôle de vigie, d'attention, de dire non mais attends là, ça va pas comment tu te comportes. En soirée, on le voit très bien par exemple. Quand on voit des comportements, voilà, du lourd. Donc lourd, ça n'existe pas vraiment. Ça veut dire qu'il y a un comportement qui ne va pas, qui est déplacé en fait. Et donc une intervention en disant hey, calme-toi s'il te plaît, bah voilà, ça c'est très aidant en réalité. Ça change beaucoup la vie des gens au quotidien. Donc ça c'est la première chose. Pourquoi avoir voulu devenir journaliste? Alors ça, c'est une question auquel je n'ai pas répondu depuis très longtemps, mais je sais pas, j'avais tout simplement envie je pense que c'est une forme de curiosité vis-à-vis du monde qui nous entoure. Envie de rencontrer des gens, de discuter des gens, de les interroger, voilà, une sorte d'envie d'attention à notre environnement. Yes. On a retrouvé Marine, il me semble. Voilà. J'ai changé de poste. Turquie, parfait. Et du coup, si tu veux te présenter, nous dire un peu ce que tu fais à Mediapart, si tu veux nous parler des dernières enquêtes. Alors désolé, on a eu un petit problème de connexion, mais donc ce que je disais avant d'être coupé, c'est que je travaille à Mediapart depuis 2008. On en a parlé ce matin. J'ai couvert pendant près de 10 ans le Front National, et puis depuis 2017, je travaille avec mes camarades au pôle enquête. Et parmi les sujets que je traite et qu'on traite, parce que Lénaïque a dû le dire juste avant moi, j'imagine, mais c'est quelque chose de très collectif à Mediapart, et donc ce sont évidemment les affaires de violences sexuelles et sexistes. Alors on parle beaucoup des affaires assez médiatiques qu'on a pu traiter, Gérald Darmanin, Luc Besson, Tariq Ramadan, le témoignage d'Adèle Haenel, mais il y a des affaires plus anonymes qu'on a traitées, qui ont fait moins de bruit, mais qui sont en fait la majorité des affaires qu'on traite dans le journal. Des affaires qui peuvent par exemple être celles des nettoyeuses de la gare du Nord, que Michael Ashdenberg a traité à Mediapart, des affaires qui peuvent concerner des militantes de la CGT qui ont dénoncé des violences sexuelles dans la fédération de Paris, de la CGT de Paris, si je ne me trompe pas. On a fait aussi des histoires de gens totalement anonymes, comme une lingère dans une mairie, dans une petite commune. On essaie de faire des affaires qui racontent aussi des choses nouvelles. C'était le cas par exemple de l'affaire de Pontoise, où il y a parfois la question de la requalification des viols en atteinte sexuelle, en agression sexuelle. Donc notre critère, c'est aussi ça, c'est qu'est-ce que racontent les affaires qu'on reçoit. Je ne sais pas si ça a été dit juste avant moi, donc désolé si je me répète un petit peu, mais on reçoit des centaines et des centaines de dossiers de violences sexuelles à Mediapart depuis des années, mais d'autant plus depuis MeToo. Et on ne peut pas tout traiter. C'est très difficile d'expliquer aux gens qu'on ne va pas pouvoir tout traiter, que ce n'est pas parce qu'on ne traite pas leur affaire que ce n'est pas intéressant, mais qu'on essaie en fait de traiter des secteurs différents, des affaires qui racontent des choses différentes. Donc on n'a pas de critères tout faits pour choisir ces affaires-là, mais en tout cas, on essaie de raconter à chaque fois aussi des choses nouvelles, même si finalement il y a beaucoup de choses... il y a des points communs dans les affaires qu'on traite, et notamment la question de l'abus de pouvoir qui traverse beaucoup de nos enquêtes, parce que en général, les agresseurs sont dans des positions hiérarchiques et de pouvoir différentes des personnes qui parlent. L'exception à ça, c'est évidemment Adèle Haenel. On a beaucoup raconté, c'était une enquête singulière de ce point de vue-là, puisque la personne qui dénonçait des violences sexuelles était plus connue que l'homme qu'elle mettait en cause, et c'était quelque chose d'assez singulier qui a été aussi intéressant à raconter, qu'elle a aussi raconté dans ce témoignage de Mediapart, qu'elle avait conscience que sa puissance lui permettait aujourd'hui de parler. Pardon, je fais un tunnel, mais je passe la parole, mais ça me semblait important de rappeler que voilà, on traite des affaires différentes et pas que des gens connus, même si ce sont ces affaires qui sont aussi des déclencheurs dans l'espace public, ce sont aussi des témoignages qui portent des choses très universelles, mais qu'il y a aussi beaucoup d'affaires plus anonymes, entre guillemets, qui racontent des choses tout aussi intéressantes. Merci Marine. On a une question, je pense, qui peut t'intéresser de Marie. Bonjour, que pensez-vous du traitement médiatique réservé à Darmanin? Comment traiter la parole d'un ministre accusé de viol et ayant reconnu lui-même avoir obtenu un échange de services sexuels dans un contexte de domination? En fait, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que quand on a, avec Antoine Rouget, sorti notre premier gros papier sur cette affaire en février 2018, qui relatait le récit de la deuxième plaignante qui avait attaqué Gérald Darmanin pour abus de faiblesse, ce qui nous a sauté aux yeux, c'est à quel point l'idée de
faveur sexuelle en échange d'une intervention, l'idée d'abus de pouvoir avait du mal à s'imprimer dans les médias, dans le traitement qui a été fait par, pas tous les médias, mais certains médias. La question de l'abus de pouvoir, on a mis beaucoup de temps à pouvoir faire en sorte qu'elle existe, notamment s'agissant de cette affaire. Cette affaire, elle a été traitée beaucoup comme, voilà, c'est une femme qui accuse Gérald Darmanin de viol pour le premier dossier, et le deuxième dossier d'abus de faiblesse est passé un peu plus inaperçu. En réalité, ces deux affaires, elles racontent la même chose. Ce sont des accusations d'abus de pouvoir. Ces deux femmes accusent Gérald Darmanin d'avoir utilisé son pouvoir, sa position de pouvoir d'élu à l'époque pour obtenir des faveurs sexuelles en échange d'une intervention dans un dossier. Pour la première, dans un dossier judiciaire, pour la seconde, un dossier de demande de logement. Et ça, c'est quelque chose qui en fait apparu surtout au moment de sa nomination Place Beauvau au ministère de l'Intérieur. C'est là qu'on a commencé à voir cette dimension ressurgir davantage dans le traitement médiatique, et notamment le deuxième témoignage de la plaignante qu'on avait révélé 2 ans plus tôt, qui ressortait avec cette dimension-là. Donc il a fallu un temps très long pour que cette dimension essentielle, elle soit traitée médiatiquement de manière intéressante et assez pertinente et juste. Alors moi j'ai une question qui nous a été envoyée par Jarry qui demande: bonjour, comment arbitrez-vous entre vie privée et intérêt général dans ces affaires de violences sexuelles et sexistes? Je ne sais pas qui répond, comme vous voulez. Bon, tu peux compléter si tu veux, Marine. En fait, il y a les questions des violences sexistes et sexuelles ne relèvent pas de la vie privée parce que précisément elles recouvrent une réalité sociale forte, importante, qui est qualifiable devant des tribunaux. C'est-à-dire, on ne parle pas de relations interpersonnelles sur lesquelles nous n'aurions rien à dire, au sens où ils ne seraient pas passibles de poursuites. Le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles et les viols sont pour les deux premiers des délits du point de vue pénal, et le viol est un crime du point de vue pénal. Mais on pourrait aussi parler, Marine vient de parler de la question de la notion d'abus de faiblesse qui peut également exister dans notre droit. On peut aussi également parler du sexisme. Le sexisme est un délit, y compris le sexisme environnemental, c'est-à-dire par exemple le fait d'être dans un bureau où toute la journée vous seriez confronté à des propos ou des images à connotation sexuelle qui seraient du coup dégradantes quand vous êtes une femme. Je parle par exemple d'images, si vous imaginez vous êtes dans un bureau, vous êtes la seule femme, il y a des calendriers de nu partout et vos collègues font en permanence des blagues à connotation sexuelle, on peut considérer, même si ça ne vous vise pas directement, qu'il s'agit d'un harcèlement sexuel environnemental. Donc il faut voir que toutes ces choses-là existent dans le droit. À partir de ce moment-là, ils ne peuvent pas relever de la vie privée. C'est comme si vous disiez, bon, bah, quelqu'un a tué quelqu'un d'autre, bah, c'est leur vie privée après tout. Non, mais ça paraît absurde si on dit ça, mais le meurtre et le viol sont deux crimes. Donc, il faut bien voir de quoi on parle. Effectivement, pendant des années, on n'a pas mesuré la gravité de ce dont on parlait. On n'a pas mesuré que le viol était un crime. On n'a pas mesuré que l'agression sexuelle ou le harcèlement sexuel étaient des délits passibles de peine de prison. Évidemment, elles ne sont pas toujours prononcées, heureusement d'ailleurs, mais c'est évidemment des aspects fondamentaux quand on parle de ça. Et pendant trop longtemps, donc, on a considéré, voilà, on n'a pas vu l'importance et la gravité qu'ils avaient, et effectivement, on les a renvoyés à la sphère privée en disant, voilà, justement, c'est la manière dont on les a mis de côté, c'est la manière dont on les a invisibilisés. C'est en disant, c'est des affaires de coucherie, c'est des confidences sur l'oreiller, c'est la vie privée, ce n'est pas d'intérêt public. C'est autant d'intérêt public de documenter la question des violences sexistes et sexuelles que celle de l'évasion fiscale, que celle de la fraude à la TVA, que je ne sais quoi. Enfin, c'est exactement la même chose. C'est la même chose. C'est la vie quotidienne de millions de femmes, de millions de personnes, en fait, parce que aussi de garçons, hein, je le dis à chaque fois, et c'est important de le rappeler, notamment de jeunes garçons. Franchement, c'est une plaie, en fait, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et donc, c'est de ce point de vue-là évidemment d'intérêt public. Après, il y a des choses qui peuvent relever de la vie privée, comme dans beaucoup d'enquêtes d'ailleurs. C'est pas le seul sujet sur lequel c'est le cas. Mais si à partir du moment où vous avez un comportement qui pose problème, qui pose question, qui est passible d'une qualification devant un tribunal, vous êtes dans un cas évident d'intérêt public. En complément de ça,
Moi, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Lénaïg, et en complément de ça, nous, c'est un vrai défi pour nous dans nos enquêtes, y compris quand on interviewe des gens, par exemple des gens qui peuvent être des témoins dans les affaires qu'on va raconter, de leur faire comprendre que ce ne sont pas des affaires justement privées, que ce sont des affaires d'intérêt général et qu'il faut pouvoir témoigner de ces affaires. Alors, la presse, c'est une chose, il y a la justice par ailleurs, et d'ailleurs, dans un entretien qu'on a publié au mois de septembre, 2 policières qui sont spécialisées sur les affaires de violences sexuelles, notamment de pédocriminalité, ont rappelé que c'est un devoir de citoyen de dire quand on a vu des choses, de témoigner de cela, et que jamais vous ne serez condamné par ailleurs quand, par exemple, vous avez donné un témoignage sur quelqu'un qui s'avérera plus tard ne pas avoir été condamné, vous ne serez pas poursuivi pour avoir fait ce témoignage. Et quelque part, c'est aussi d'intérêt public de témoigner pour eux dans nos enquêtes, parce que sans les témoins, on ne peut pas faire ces enquêtes non plus. On ne peut pas tout demander aux victimes. Les victimes, elles parlent, elles ont souvent parlé, elles sont souvent pas entendues d'ailleurs, mais il y a aussi tous les gens qui ont été destinataires de confidences ou qui ont pu voir ou qui ont pu voir ou entendre des choses. Donc il faut rappeler que nos enquêtes, elles ne peuvent pas exister sans les paroles de ces personnes. Et ces personnes souvent nous disent non, ce sont des affaires de petites culottes, ce sont des affaires de coucherie, c'est des choses qu'on a entendues quand même dans nos affaires. Donc il y a un gros travail là-dessus de pédagogie qui doit être fait, y compris nous dans nos interactions avec les gens, leur expliquer pourquoi c'est important de pouvoir témoigner, de dire un petit peu ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont pu avoir aussi entendu de la part de victimes. Et souvent, les témoins se dérobent un peu à cette parole-là et n'ont pas toujours le courage, parce que c'est beaucoup plus confortable de rester silencieux, parce qu'ils ont peur d'être mêlés à quelque chose, parce qu'ils ont peur d'accuser à tort quelqu'un, etc., etc. Et par exemple, dans le cas de l'enquête autour du témoignage d'Adèle Haenel, ça a été une vraie question. Certains ne voulaient pas remuer certaines choses, certains ne voulaient pas apparaître témoignant de cette affaire, certains étaient gênés parce qu'ils avaient par exemple fait partie de l'équipe du tournage avec ce réalisateur qui est mis en cause. Donc ça a été un long travail de discussion pour leur demander de témoigner, mais aussi leur demander de témoigner ouvertement, puisque ça glisse vers un autre sujet qu'on abordera peut-être, mais c'est la question aussi des témoignages anonymes dans nos articles. Et c'est vrai que l'anonymat peut se justifier, mais ça ne doit pas être non plus la règle à chaque fois. Moi, je le comprends, par exemple, pour les victimes, pour les témoins, c'est une autre question. Il y a une responsabilité, je pense, des gens de témoigner ouvertement de ces choses, de montrer que c'est pas honteux de parler des violences sexuelles, que c'est d'intérêt public, et que donc, à moins qu'il y ait un problème de représailles ou quelque chose comme ça, c'est pas forcément justifié d'apparaître en tant que témoin de manière anonyme. De la même manière qu'il y a des lanceurs d'alerte sur les sujets de la corruption, il doit y avoir des lanceurs d'alerte aussi sur le sujet des violences sexuelles, et donc ça doit se réfléchir, cette question de l'anonymat. Par rapport à ce que tu disais, Marine, sur le témoignage, on a une question de John. Les enquêtes que vous traitez sont lourdes, j'imagine. Comment vous gérez cela à votre niveau? Est-ce que vous gardez contact avec les victimes? Alors, oui, parce qu'on ne lâche pas les gens une fois que le papier est publié. On continue. Déjà, la première question qu'on leur pose souvent après les articles, c'est comment ça s'est passé, la réception de cet article. Ça, on le fait pour tout le monde, et d'ailleurs pas seulement pour les personnes qui témoignent en tant que victimes, mais aussi ceux qui témoignent en tant que témoins. On demande un petit peu comment ça s'est passé après. On garde contact. On suit d'ailleurs le plus souvent ces affaires. On les suit, par exemple, judiciairement, mais parfois il n'y a pas d'enquête judiciaire, et on peut raconter des suites. On peut, si je prends l'exemple de l'affaire Besson, on a fait une série de papiers écoulés sur plusieurs mois. Donc il y a eu un premier papier avec des premiers témoignages, et puis ensuite on a reçu d'autres choses, et donc on a continué l'enquête. Mais c'est important de prendre des nouvelles des gens, parce que la plupart du temps ils ont pris un risque énorme, en tout cas pour les victimes, à nous parler, à apparaître parfois ouvertement. Parfois ils ont aussi pu prendre un certain nombre de remarques pas toujours agréables sur les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'une parole, elle est jamais sans conséquence, et d'ailleurs c'est ce qu'on dit beaucoup aux personnes qui apparaissent dans nos papiers et qui dénoncent des violences sexuelles, c'est que ça va être difficile ensuite. Donc ça me semble normal de continuer et d'accompagner ça. C'est une vraie partie de notre travail aussi de garder contact. Après, il y a aussi la phase d'enquête d'abord. Et c'est important à la fois d'avoir une écoute et à la fois d'être aussi dans une certaine distance qui est nécessaire. Mais en général, le lien de confiance se fait au bout de plusieurs rencontres. Les personnes comprennent que on va travailler sérieusement, qu'on va leur poser tout un tas de questions qui parfois sont pas très agréables, mais qu'on doit poser. Mais il y a un sens et un ordre pour les poser. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le temps de l'écoute et ensuite le temps de la vérification. Donc tout ça, ça crée aussi un lien de confiance avec les victimes qui va ensuite se poursuivre après l'article, de savoir comment ça s'est passé, etc. Donc il faut gérer une certaine distance, évidemment, et en même temps savoir
d'abord écouter avant de poser certaines questions qui ne sont pas agréables et qui pourraient être vécues comme quelque chose d'extrêmement violent. Il faut savoir que parfois, les journalistes sont les premières personnes à qui les victimes vont se confier. Parfois, elles ne se sont pas tournées vers la justice, elles ne se sont pas tournées vers la police, elles en ont parfois parlé à leurs proches, mais pas toujours. Donc, il faut être assez attentif à cette étape-là et ne pas être maladroit. Il y a une manière de poser les questions. On peut poser toutes les questions, mais il y a une manière de les poser, y compris les questions entre guillemets, entre triple guillemets, qui fâchent. Super. Encore une question politique. Comment expliquez-vous que les médias américains, notamment le New York Times, aient fait des révélations sur Christophe Girard et pas la presse française, connivence ou refus de traité? Je peux répondre, Léna, et tu peux dire. Marine, Nicolas, bien placé pour répondre. Ce qu'on peut dire sur l'affaire Matzneff et l'affaire Christophe Girard, c'est que très concrètement, nous, on était, quand le New York Times a publié son article sur Matzneff, où il était question aussi de Christophe Girard, nous, on était en train de travailler déjà sur l'affaire. On s'était mis au travail dès que les premiers papiers sur le livre de la Vanessa Springora sont sortis. Et donc, on était orienté beaucoup sur certains protagonistes de l'affaire, comme Christian Giudicelli, qui est un éditeur qui d'ailleurs aujourd'hui est encore dans le prix Renaudot, qui allait être entendu d'ailleurs comme témoin. Donc on a choisi de faire 2 gros papiers qui nous ont demandé beaucoup de travail, qui sont sortis quelques jours près au même moment que celui du New York Times. Et la chose est simple, c'est que une enquête n'empêche pas l'autre, et donc ensuite, quelques jours plus tard, je crois que c'était le 4 mars, on a sorti un papier assez fourni sur Christophe Girard, qui a été auditionné comme témoin dans cette affaire, et on a sorti notamment certains écrits de Matzneff qui montraient une proximité avec Christophe Girard qui était à rebours du discours public qu'a fourni Christophe Girard, qui consistait à dire en gros qu'il ne connaissait pas franchement Gabriel Matzneff. Donc en fait, tout ça, c'est une affaire de quelques jours, et nous, on travaille un petit peu sur toutes les pistes, mais il faut savoir que l'affaire Matzneff, elle entraîne un nombre de bifurcations et de liens et de questions où on ne peut pas tout sortir en 2 minutes. Le temps d'enquête, il est long. Nous, il nous a semblé important de faire cette première enquête sur Christian Giudicelli, et puis aussi sur la complaisance du milieu littéraire, journalistique, etc. Donc ça, c'était l'objet d'un 2e papier. Quelques jours plus tard, on a publié un article sur Christophe Girard, et d'ailleurs, on a continué, puisqu'au mois de juillet, on a révélé les notes de frais de dîner et de déjeuner entre Matzneff et Girard, qui ont été payés par la ville. Ça, c'est sorti sur Mediapart au mois de juillet. On a continué de raconter même les effets politiques de toute cette affaire, et puis ensuite, on a fait un suivi aussi de l'affaire de l'enquête pour viol qui visait Christophe Girard. Mais pourquoi concrètement le New York Times sort l'affaire de viol, les accusations de viol qui ont visé Christophe Girard? C'est assez simple, c'est que c'est eux qui, de fait, ont évoqué en premier Christophe Girard au mois de février-mars. Et donc, en fait, la personne qui a témoigné et accusé Christophe Girard de viol s'est naturellement tournée vers le premier média qui avait sorti des éléments, à savoir le New York Times. Et donc, c'est eux qui, ensuite, pendant plusieurs mois, ont travaillé sur ce sujet. Donc, nous, on a traité tout ça, on a continué, mais on a aussi choisi de traiter l'angle mairie de Paris, et donc les notes de frais et le niveau de connaissance de la mairie de Paris. On a publié une autre enquête là-dessus avec Antoine Rouget, qui est sortie en septembre. Donc c'est un sujet qui, je pense, a quand même été traité chez nous. Juste en complément, Marine a été très complète sur ce qu'on a fait à Mediapart, mais après, il faut dire que c'est évident qu'il y a une partie de la presse française qui était très frileuse sur ce dossier, très frileuse sur le dossier, et je pense que c'est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la bataille pour la légitimité encore de ces sujets et de ces questions, et je pense que ce cas de figure-là en est une illustration. Il y avait une difficulté chez dans une partie de la presse, dans une partie des médias, à considérer que la complaisance généralisée vis-à-vis de Gabriel Matzneff pendant des années était un sujet important aujourd'hui. Nous, on a considéré au journal que ça faisait partie des ressorts et des mécanismes qui expliquent pourquoi, pendant des années, Gabriel Matzneff a pu publier les livres qu'il a publiés, a pu être financé par des deniers publics, a pu recevoir un prix sans qu'il ne se passe rien, ou presque, en tout cas de manière très minoritaire, et comment en fait une partie des élites françaises, en tout cas d'une partie des élites, y compris dans la gauche française et dans les médias, ont en fait accompagné les livres et donc les propos et les récits qui sont aujourd'hui visés par la justice de Gabriel Matzneff.
Merci. Alors, un sujet que vous avez abordé tout à l'heure, mais visiblement, il y a besoin vraiment de détailler parce que pas mal d'internautes nous posent la question. Bonjour, dans les affaires de violences sexuelles et sexistes, si l'accusé est présumé innocent, est-ce que cela veut dire que la potentielle victime est présumée menteuse ou diffamante? Est-ce que la personne qui témoigne peut après être poursuivie? Non, mais Deux questions différentes. Ouais, pardon, Marine. Bah, vas-y. Non, non, vas-y. Non, mais en fait, c'est deux questions différentes. Pouvoir être poursuivi, bon, voilà, du coup, on va d'abord sur présumé innocent, présumé menteur. Absolument pas. En fait, on n'est pas dans un registre moral de quelqu'un qui ment ou quelqu'un qui ment pas. En fait, c'est pas le sujet. La question, présumé innocent, c'est dans le cadre d'une procédure judiciaire. Si vous êtes visé par une accusation, par une plainte devant la justice, qui n'est encore une fois pas du tout toujours le cas dans nos enquêtes, mais s'il y a une procédure judiciaire et que la personne est accusée dans le cadre de cette procédure, alors elle est évidemment présumée innocente tant que la justice ne l'a pas déclarée coupable. C'est un des fondements de notre système judiciaire et encore, ça ne veut pas dire que la personne mente, ça veut dire que la personne la justice aura ou non suffisamment d'éléments pour pouvoir la condamner. Vous pouvez avoir dit la vérité et ne jamais être entendu par la justice, par exemple, faute d'éléments matériels. Ou bien vous pouvez considérer qu'il y a suffisamment de circonstances atténuantes, etc., etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans un cours des éléments de droit, mais en gros, c'est quand même ça. C'est une question pénale, en fait. C'est une question de justice. C'est pas une question de mensonge, de dire la vérité. La justice est une vérité judiciaire. C'est pas la vérité ou le mensonge. C'est vraiment une procédure. Par ailleurs, nous, dans nos enquêtes, nous ne nous établissons pas en juge. Alors, on est souvent accusé de ça parfois, etc. Et effectivement, ce n'est pas toujours très simple à comprendre. Mais nous, on ne déclare pas quelqu'un coupable. On ne mène pas d'enquête policière ou de gendarme. Nous ne sommes pas un tribunal. Nous faisons un travail d'enquête journalistique. L'enquête journalistique, elle est très codifiée. Elle a des règles qui sont elles aussi fixées par la loi de 1881 sur la liberté d'expression, qui concerne donc la presse, et par toute une jurisprudence qui est venue ensuite conforter cette loi, qui donne en fait une sorte de, comment dire, de code, de règles à ce que doit être une enquête sérieuse, comme on dit dans le jargon journalistique, qui doit permettre qui nous donnera le droit ensuite de nous défendre devant le tribunal et de gagner en fait en cas de procédure de procès en diffamation. La manière de faire cette enquête sérieuse, encore une fois, elle est très, voilà, il faut avoir respecté un certain nombre de règles, il faut avoir recoupé nos informations, évidemment, avoir de multiples sources, orales, documentaires, et avoir respecté ce qu'on appelle le contradictoire, encore une fois dans ce jargon un petit peu particulier, mais qui veut tout simplement dire qu'on interroge, ce qui paraît être le bon sens par ailleurs, mais qu'on interroge la personne mise en cause avant publication de l'article. Donc, une fois que vous avez respecté ces règles, on peut considérer que l'article peut être publié. Ça ne préjuge pas une culpabilité. Ça veut dire que l'enquête journalistique, elle est suffisamment documentée, suffisamment sérieuse pour que nous puissions la publier. C'est vraiment, je sais que ça peut être parfois un peu difficile à comprendre, mais c'est quand même fondamental de montrer les différents registres dans lesquels on peut être. Peut-être Marine, tu veux... Non, en complément pour dire que, en fait, publiquement, dans les médias, dans les tribunes, etc., aujourd'hui, il arrive que ce concept de présomption d'innocence, ce principe judiciaire, il soit aussi détourné, effectivement, pour rejoindre la question de la personne là, et pour laisser penser qu'en fait, les personnes qui témoignent de violences sexuelles, qui dénoncent des violences sexuelles, doivent être réduites au silence. Mais il faut savoir que, par exemple, de la même manière que la prescription ne veut pas dire que les personnes doivent se taire dans l'espace public, eh bien, la présomption d'innocence ne doit pas vouloir dire que la victime est présumée menteuse et forcément dans une présomption de mensonge. Donc, il faut bien effectivement détacher les deux. Et pour appuyer ce que dit Lénaïque sur le contradictoire, on l'a dit ce matin, et je pense qu'il faut vraiment le dire à ceux qui nous regardent, c'est pas un gadget le contradictoire. On n'appelle pas 24 heures avant la personne qui est mise en cause pour lui dire voilà, on a une enquête qui vous met en cause, vous êtes accusé de ça et ça, qu'est-ce que vous répondez? C'est un long processus dans l'enquête, c'est une phase à part entière de cette enquête, et sans ce contradictoire, nos enquêtes n'existent pas. Les personnes ont le droit de ne pas nous répondre quand on
leur donne tous les éléments pour le faire, mais on doit vraiment donner tous les éléments qui seront dans l'article et leur donner tous les moyens pour qu'ils puissent répondre s'ils le souhaitent. Donc ça veut dire que concrètement, on va leur faire une demande d'entretien, que s'ils ne souhaitent pas nous rencontrer pour démêler un petit peu toutes ces questions, on va leur faire un long mail de questions qu'on va transmettre à la personne et à ses avocats si elle en a. Ce sont des questions extrêmement précises et ça, les gens ne se l'imaginent pas toujours. Mais quand on fait ces papiers-là, on leur fait des questions extrêmement précises sur tous les éléments qui seront dans le futur article, pour qu'ils aient tous les éléments en main pour pouvoir se défendre, pour pouvoir répondre. On laisse un long temps pour pouvoir recueillir leurs réponses ou celles de leurs avocats, et au bout d'un moment, soit si par exemple ils estiment qu'ils ne veulent pas nous répondre, soit s'ils demandent un délai, etc., on avise en fonction de ça. Mais il se passe toujours un temps long entre le moment où on les contacte avec ces questions, sur ces affaires qui sont effectivement très délicates, très sensibles, mais sur lesquelles nous, on préférerait qu'ils répondent, en fait. Un papier est beaucoup plus solide s'il y a les réponses des personnes mises en cause, mais on ne peut pas non plus les forcer à répondre. Et c'est vrai que souvent, ce qui se passe, c'est que dans ces affaires, les mis en cause s'agissant des violences sexuelles ne répondent pas et vont ensuite expliquer que l'article était à charge, etc., ou qu'ils ont envie de s'exprimer, mais souvent ça arrive après nos enquêtes, alors que nous, on leur a donné un temps très long avec tous les éléments pour répondre. Mais en tout cas, c'est une phase à part entière de nos enquêtes. Et il est arrivé que nous ne puissions pas recueillir le contradictoire parce que les personnes, par exemple, étaient décédées, c'est arrivé déjà. Donc on n'a pas publié les enquêtes dans ces cas-là. Tariq, je te Ouais, juste, non, mais juste, ouais, pardon, Tariq, on t'entendait pas. Mais juste pour compléter la question sur la diffamation, est-ce qu'elles peuvent être poursuivies en diffamation, qui était l'autre partie de la question? Par contre, ça, oui, c'est évidemment possible. Et ça rejoint ce que vient de dire Marine, c'est-à-dire que c'est comme parfois, autant la présomption d'innocence est évidemment un fondement important de notre système judiciaire et essentiel et évidemment éminemment respectable, autant parfois il est instrumentalisé dans le débat public qui du coup en ferait un étouffoir de toute enquête possible. Il en est de même sur la question de la diffamation, enfin de façon plus évidente encore, parce que c'est évidemment une arme qui est utilisée de manière très fréquente, parfois trop fréquente en réalité, par les personnes qui sont mises en cause, accusant à tout va en permanence de plaintes en diffamation, visant les journalistes, bon ça après tout c'est bien normal, mais également les personnes qui sont citées dans les articles, parce que effectivement, vous pouvez être poursuivi en diffamation ou en dénonciation calomnieuse par la personne que vous mettez en cause. Bon, je vais donner un exemple évident de recours abusif à ces plaintes en diffamation. C'est le cas précisément de Denis Baupin, donc l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, puisque l'année dernière, donc, il avait porté plainte en diffamation contre Mediapart et France Inter, qui étaient les deux médias à avoir révélé les accusations qui le visaient. Du coup, on avait été mis en examen comme média, donc Mediapart ainsi que France Inter, mais également une partie, en fait, 8 personnes qui étaient citées dans les articles. Donc on était très nombreux, mais c'était très angoissant en fait pour les personnes qui avaient témoigné, parce que bah voilà, il faut que vous preniez un avocat, vous vous retrouvez mis en examen, malgré tout voilà, c'est source d'énormément de stress. Pendant ce temps-là, évidemment, les personnes mises en cause, voilà, s'en emparent en disant regardez, j'ai porté plainte en diffamation, etc. Enfin voilà, intimidant en fait tout le reste et d'autres personnes qui seraient susceptibles de vouloir parler sur le même sujet ou sur d'autres sujets. Résultat des courses, l'année dernière, le tribunal à Paris, la 17e chambre qui est spécialiste dans les délits de presse, nous a relaxé comme mis en examen. Nous avons donc gagné sur la diffamation, nous comme médias, mais également toutes les personnes qui étaient citées dans l'article. Et Denis Baupin a été condamné pour procédure abusive. Ce qui montre bien que parfois, dans ces sujets, sur ces enquêtes, il y a voilà, une instrumentalisation de la diffamation pour en fait réduire au silence les personnes qui voudraient s'en prendre. Alors, j'espère qu'on m'entend. Oui. Ouais, super. Eh bien, on continue. Comment lutter contre l'invisibilisation des femmes lesbiennes? Comment faire une place au traitement médiatique d'un enjeu considéré comme en marge? Qu'est-ce qui vous permettrait de faire davantage de place à cette lutte contre la lesbophobie? C'est une question de Camille et peut-être pour Léna, qui est notre gender editor à Mediapart.
Oui, bah ça fait typiquement, effectivement, c'est des sujets qui sont beaucoup trop invisibilisés parce qu'évidemment, on parle de la question, voilà, des questions de genre et des questions de droits des femmes ou de violences faites aux femmes de manière générale, mais c'est évidemment encore plus fort quand on parle évidemment des questions de LGBT, des questions de lesbiennes et des questions de transidentité. Donc, surtout ces sujets, ça fait partie des pistes sur lesquelles voilà, on avait créé un poste à Mediapart, qui est un poste de journaliste chargé des discriminations, ce qui voilà, faisait partie des ressources que nous avions mises en place en interne pour pouvoir davantage traiter ces sujets, davantage avancer sur ces questions, sur lesquelles on a bien l'intention de continuer, de poursuivre. Et on a bien vu ce qui s'est passé cet été avec la polémique et le cyberharcèlement qu'a subi Alice Coffin, élue écologiste à la mairie de Paris pour ses prises de position, montrait bien que l'importance de ces questions et leur bien trop grande invisibilité ou carrément la violence du débat public à leur encontre. En complément, il y a une question qui est sous-traitée, y compris enfin, journalistiquement et d'ailleurs aussi judiciairement, c'est les viols punitifs à caractère homophobe. Et ça, c'est un élément qui est souvent laissé de côté par la justice. Donc c'est notre rôle justement de journaliste de mettre cet élément à l'agenda et de raconter que ça existe. Il y a eu un récit cette année justement dans le monde d'un viol punitif à caractère homophobe, et souvent ce caractère homophobe n'est pas retenu. Donc je pense qu'il y a un vrai défi pour les médias de mettre aussi ce sujet à l'agenda dans le traitement qu'on peut faire. Merci Marine. On a une question d'Audrey qui nous demande s'il vous arrive de collaborer avec des médias internationaux pour des enquêtes sur les violences sexistes et sexuelles. Ouais, en fait, c'est le cas dans les partenariats internationaux qu'on peut avoir. Alors, c'est notamment le cas dans certains consortiums de journalistes. On a publié toute une série d'enquêtes qui s'appelait Zero Impunity sur les violences sexuelles en temps de guerre, qui avait été largement documentée par plusieurs journalistes avec lesquels Mediapart était en partenariat. On a aussi d'autres partenariats pour des enquêtes à venir sur des violences sexuelles en Europe, dont je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant puisque c'est en cours, mais ça fait partie des choses évidemment sur lesquelles on avance quand les propositions et les sujets viennent, c'est-à-dire on a évidemment une attention et c'est à raconter évidemment la situation française, mais pas seulement, d'essayer justement de davantage mettre en relation ce qui se passe chez nous avec ce qui peut se passer ailleurs, dans ces différences, dans ces similitudes. Et on sait très bien qu'il y a évidemment des choses qu'on retrouve partout. Si on voit ce qui s'est passé avec le mouvement MeToo, c'était même avec des années d'écart, même avec des décalages de quelques mois parfois, évidemment des formes différentes en fonction des contextes nationaux, c'est bien normal. On a bien vu que c'était un phénomène planétaire en réalité. Et donner à voir ça, en rendre compte, montrer les similitudes, les parallèles d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, c'est à la fois assez terrifiant parce qu'en fait, vous vous rendez compte à quel point en fait ces violences sexistes et sexuelles sont une des chevilles ouvrières d'une domination très très ancrée partout dans le monde, mais à la fois comme l'élan pour essayer de faire changer les choses, de davantage de donner à voir, y compris dans la presse, est aussi un élan mondial. Donc c'est un peu comme au début, c'est-à-dire qu'il y a à la fois du positif et des éléments très inquiétants, mais voilà, c'est évidemment l'idée dans les mois qui viennent d'essayer de raconter ça davantage. Et en complément, c'est vrai qu'on essaie aussi d'installer un certain sérieux dans nos enquêtes sur ce sujet, particulièrement sur ce sujet des violences sexuelles. Vous en avez parlé sûrement en début d'émission quand j'avais disparu avec ma déconnexion, mais on essaie vraiment de faire attention à ce qui est une certaine manière de travailler, un certain sérieux, faire relire aussi des citations aux personnes qu'on va citer, parce qu'on est beaucoup sur des affaires où il y a beaucoup de témoignages, même si on défend aussi qu'il peut y avoir des documents. Donc c'est sûr qu'on ne travaille pas avec n'importe qui et qu'on fait très attention justement à garder une certaine unité de traitement et à être très précautionneux sur ces affaires, parce que la critique habituelle qu'on voit et qui revient beaucoup cette année d'ailleurs dans les médias, c'est l'idée que certains médias feraient n'importe quoi, qu'il y aurait dès qu'il y a un témoignage qui sort, il est publié. Donc on défend vraiment un sérieux là-dessus. On défend aussi d'ailleurs que ce ne sont pas toujours des affaires où il y a forcément du parole contre parole. On défend qu'il peut y avoir des documents, qu'il peut y avoir d'autres témoignages, qu'il peut y avoir un certain nombre de choses, mais ça demande des mois d'enquête. Et c'est vrai que tous les médias ne sont pas dans l'idée de consacrer des mois d'enquête à tout ça. Donc nous, on travaille vraiment en bonne entente avec des
médias qui sont, des journalistes qui sont dans cette optique-là, avec un certain, voilà, avec beaucoup de sérieux, beaucoup de recoupement, et on défend que ces enquêtes de ce point de vue-là sont finalement des enquêtes comme les autres, c'est-à-dire avec des méthodes d'enquête journalistiques normales, où on va recouper les dates, les scènes, les protagonistes qui sont donnés par les personnes qui viennent témoigner. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on met beaucoup sur le même plan des enquêtes journalistiques d'un côté, avec des éditos et avec des publications sur les réseaux sociaux. C'est trois choses extrêmement différentes. Et donc, une enquête avec des faits, des méthodes rigoureuses et un long temps passé et un contradictoire important, bah, c'est pas un édito et c'est pas non plus une publication de témoignages sur les réseaux sociaux. Donc, c'est important de dire que on fait très attention à ça et on travaille avec des journalistes qui respectent en fait ces principes qui devraient relever de l'évidence, mais qui ne sont pas toujours respectés. Et le contradictoire en fait partie. Du coup, j'ai une question qui est d'actualité, doublement d'actualité, à la fois parce qu'elle parle de police, mais aussi parce que ça vous permettra peut-être de revenir sur l'enquête pédocriminalité fiasco policier dans une école parisienne que tu as écrit, Marine Turchi, avec Patricia Neves. La question de Catherine, c'est depuis que vous enquêtez sur ce sujet, est-ce que vous constatez que les victimes sont mieux entendues dans les commissariats? C'est une vraie question parce que d'un côté, certains, y compris d'ailleurs des policiers qu'on a interrogés, nous disent que quand même ça va mieux parce qu'il y a des formations qui sont de plus en plus dispensées et qui permettent à l'accueil dans les commissariats de s'améliorer, où il y a des systèmes de pré-plainte, etc. Et en même temps, nous, les récits qu'on a quand même encore beaucoup, c'est d'un accueil qui reste encore quand même assez catastrophique dans pas mal de commissariats. Ça va vraiment dépendre en fait de l'agent sur qui vous tombez. Il y a des agents qui sont formés, il y a des agents qui ne le sont pas. Et dans l'enquête que tu évoques, Tariq, effectivement, ça raconte un fiasco policier qui commence déjà à l'étape du recueil de la plainte, puisque plusieurs personnes nous ont affirmé, et on a pu le confirmer avec un enregistrement audio, qu'il y avait eu des refus d'enregistrement de plainte. Et on voit où ça mène, c'est que, encore une fois, sans préjuger là de la culpabilité ou non de l'animateur, nous, on a pu voir qu'il y avait des dysfonctionnements, c'est-à-dire on n'aurait pas dû refuser des plaintes. Ensuite, il y a eu des signalements médecins qui montraient que il aurait fallu entendre ces familles, il aurait fallu les emmener faire des examens médicaux aux unités médico-judiciaires. Donc malheureusement, ça reste encore insuffisant. Et d'ailleurs, deux policières, dans un grand entretien qu'on a publié en mois de septembre, sont venues raconter ce manque de moyens, ce défaut de formation, qui explique en fait que les commissariats sont débordés, la brigade des mineurs à Paris est débordée, et que du coup, on arrive à des situations dramatiques où les familles sont dans un état d'inquiétude, un sentiment de ne pas avoir été écoutées, qui est terrible. Et encore une fois, je dis ça au-delà des faits et de ce que donneront ces faits devant la justice. Ce sont des dysfonctionnements qui aujourd'hui ne devraient plus exister, que ce soit les refus d'enregistrement de plainte ou que ce soit les auditions où en fait les gens ne se retrouvent pas dans les propos qu'ils ont tenus. On l'a montré dans cette affaire que tu cites, il y a eu des PV et un rapport de synthèse qui ne reflètent pas la réalité des auditions qui ont eu lieu et des propos qui ont été tenus. Il y a même des propos de l'avocate elle-même qui figurent dans ce rapport de synthèse et qui n'ont pas été prononcés. Et ça, on a pu le vérifier parce qu'on a un enregistrement entre l'avocate et la policière et on a le compte-rendu de cet enregistrement dans le dossier judiciaire. Et on voit le décalage. Donc ça, on a pu effectivement, sur ce cas précis, l'expliquer. Mais l'avocate qui est venue sur le plateau de notre émission justement lundi, elle explique qu'elle, elle rencontre ce problème dans d'autres dossiers avec, en l'occurrence, la brigade des mineurs. Donc, de Paris. Il y a un vrai problème à cette étape policière et Sophie Boutboul chez nous l'a aussi raconté très récemment dans un super article. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de documenter tout en disant qu'il faut aussi alerter sur le manque de moyens de ces services policiers qui sont engorgés, qui manquent de moyens humains et de moyens matériels. On a reçu une question de Renoir. Bonjour, avez-vous ou allez-vous traiter les violences sexistes et sexuelles dans les transports publics, notamment en Île-de-France? Le sujet est très peu appréhendé actuellement par Île-de-France Mobilité et les opérateurs. Merci pour cette journée. Donc peut-être que Renoir fait allusion aux frotteurs qu'on nomme par cet euphémisme alors que ce sont des agresseurs. Exactement, en fait, c'est un bon exemple des mots qu'on utilise dans le langage commun.
dont on parle même dans les articles de presse, en fait. Hein. Justement, ces termes, en parlant effectivement des frotteurs, comme moi, par exemple, j'ai utilisé cette expression pendant longtemps, jusqu'à ce que tout d'un coup, comme souvent sur ces sujets, en fait, ce qui montre voilà, tout le travail qu'on a encore à faire de prise de conscience, y compris dans notre travail journalistique et dans notre responsabilité de médias, de féminisation, d'invisibilisation, de marginalisation, de folklorisation de ces questions. Et effectivement, quand quelqu'un vous touche les fesses de manière non choisie dans un métro, ça s'appelle une agression sexuelle. Ce n'est pas se frotter à quelqu'un, en fait. C'est une agression sexuelle. Donc, ça m'y fait penser parce que vraiment, pour moi, c'est symptomatique. Et par ailleurs, c'est un travail sur lequel on essaye d'avancer, y compris au journal, parce que nous aussi, on a les mots évoluent dans nos articles. Je ne dis pas du tout ça pour donner des leçons, parce que nous aussi, on a fait évoluer, justement au moment de l'enquête incroyable de Marine sur Adèle Haenel, on a eu cette discussion en interne sur la question de parler de pédophilie ou de pédocriminalité. C'est à ce moment-là, en fait, que nous avons fait apparaître de manière claire dans le journal le fait que nous parlions de pédocriminalité et non pas de pédophilie, qui euphémise précisément les faits qui sont censés désigner. Mais tout ça, ce sont des prises de conscience qui évoluent lentement, progressivement, peut-être trop lentement sans doute, mais qui sont aussi au gré des alertes qui sont faites, qui viennent de la société civile, des associations, qui parfois nous interpellent sur la question des mots choisis. Mais voilà, par exemple, parler d'abus sexuels, c'est aussi, ça peut aussi être problématique. Voilà, il y a tout en fait un jargon qui aujourd'hui est remis en question dans la manière qu'il a d'euphémiser, comme tu disais Anna, la situation. Pour répondre clairement à la question des transports publics, à ma connaissance, il n'y a pas de papier prévu sur la question des transports publics, mais sur la question des transports, c'est possible que ça vienne dans les prochains mois. Très bien. J'ai une autre question de Moana. Bonjour, est-ce que vous recevez des alertes sur des violences sexuelles dans les familles ou toutes sortes de milieux venant de citoyens et du coup de citoyennes lambda et vous arrive-t-il d'enquêter même si les gens impliqués ne sont pas célèbres? Oui, on a un peu répondu tout à l'heure. C'est-à-dire que pour donner un exemple, l'année dernière, après l'enquête autour du témoignage d'Adèle Haenel, on a reçu autour de 600 dossiers, donc 600 témoignages ou 600 dossiers de violences sexuelles. Beaucoup concernaient des sujets de pédocriminalité, d'inceste. Il y avait beaucoup d'intrafamilial. Beaucoup de gens ont eu envie de raconter leur histoire et parfois avec des années de décalage. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens de 70 ans, 75 ans qui nous écrivaient en disant voilà, moi aujourd'hui, ça me donne envie de raconter et de témoigner de ce qui m'est arrivé. Certaines personnes ont témoigné dans notre espace participatif, dans le club. Moi, j'ai essayé de répondre à tout le monde. Ça a pris des mois, mais ça me semblait important parce qu'il faut savoir que les personnes qui nous adressent ces dossiers, il aura fallu parfois des semaines ou des mois avant de se dire j'envoie mon histoire à Mediapart, j'envoie mon histoire à la presse. Il faut savoir que c'est une démarche quand même très compliquée. Donc, on essaie de prendre ça en compte. On n'arrive plus aujourd'hui à suivre, il faut être honnête, à répondre à tout le monde. Et donc, on doit faire des choix, y compris dans les dossiers qu'on traite. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de critères gravés dans le marbre, mais on essaie de raconter aussi des choses différentes dans des secteurs différents. Parfois, ce sont des secteurs qu'on va passer au crible, parfois c'est une histoire en particulier parce qu'elle va raconter quelque chose de nouveau. Et puis sur la question de connu ou pas, on a répondu effectivement tout à l'heure. C'est vrai qu'on parle beaucoup des dossiers qui sont les plus connus, et pourtant on a à Mediapart fait une majorité de dossiers qui concernent des gens qui sont absolument pas connus, mais ces dossiers font moins de bruit. Donc oui, bien sûr, on prend des dossiers de gens qui ne sont pas connus. On essaie vraiment de raconter des choses différentes, et c'est ça le premier critère quand même. Peut-être une dernière question. Pardon, vas-y. Ouais, non, mais juste pour donner un exemple, on a fait au moment du 25 novembre, donc la Journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, un ensemble de papiers précisément où il n'y avait personne de connu, si je puis dire, qui était mis en cause en réalité. Voilà, où on a documenté la question des violences conjugales, la difficulté d'accès au commissariat quand on est une femme victime de violences conjugales, la difficulté à témoigner, à parler de ces sujets quand on vit dans les quartiers les plus bourgeois de Paris ou de la banlieue parisienne.
Et on va bientôt publier un article, je vais vous le révéler, en exclusivité, sur le fait que les femmes âgées sont très souvent victimes de féminicide, contrairement là aussi à certaines images qu'on peut avoir. Voilà, typiquement, ce sont des articles que l'on publie toute l'année, sur lesquels on essaye justement d'avoir un investissement éditorial conséquent, important, et qui peut-être passent plus inaperçus, mais qui sont évidemment le fond de ce qu'on veut raconter, de ce qu'on veut documenter, c'est-à-dire que ces questions sont structurelles en réalité dans notre société, et que c'est ça qu'on s'attache à démontrer, même quand on raconte une personnalité connue qui serait mise en accusation, c'est de raconter les systèmes, les mécanismes qui font et qui permettent ces violences sexistes et sexuelles de s'épanouir. En complément, il faut dire que souvent, ces affaires, elles sont à la rubrique faits divers des journaux, que ce soit les féminicides ou les affaires de pédocriminalité. Et nous, justement, on aime les raconter dans leur ensemble, ces affaires. Donc ça veut dire aussi raconter ce qui s'est passé après, la parole, qu'elle soit une parole auprès de ses proches, qu'elle soit une parole judiciaire, qu'elle soit une parole dans l'espace public, et raconter aussi les systèmes de complicité et de silence qui ont empêché cette parole et ce long cheminement. Donc c'est important de dire qu'on prend ces histoires dans la globalité et un petit peu de A à Z. On n'est pas juste sur les faits eux-mêmes, mais aussi ce que ça signifie, et effectivement, comme disait Lénaïque, les mécanismes qui entourent toutes ces affaires, qui sont pour beaucoup des mécanismes d'abus de pouvoir, mais pas seulement, il y a d'autres éléments. Notre table ronde touche bientôt à sa fin, mais peut-être qu'on a le temps pour encore une ou deux questions. Camille vous demande quels freins vous avez déjà rencontrés dans l'exercice de vos enquêtes, où on imagine que la loi du silence pèse lourd dans la parole des victimes. Je sais pas, moi, je dirais très rapidement la peur, les représailles, la position de pouvoir qui fait que les personnes qui seraient victimes de violences sexuelles ont beaucoup à perdre. Elles ont d'abord à perdre leur travail, si elles témoignent dans le cadre du travail, on le sait. Les femmes ou les hommes qui dénoncent des violences sexistes et sexuelles dans le cadre du travail sont en général licenciés, perdent leur emploi ou sont mutés. On le sait aussi dans le fait de pouvoir retrouver du travail, c'est-à-dire que vous êtes puni, le mot passé, que vous ne pouvez pas retrouver de travail, c'est en tout cas leur crainte. On travaille actuellement notamment sur des témoignages dans la musique, c'est exactement le cas de figure dans lequel on est. Et moi, c'est évidemment voilà, les répercussions possibles et la peur du jugement public et des représailles en termes professionnels et privés qui sont, à mon avis, l'élément le plus important qui empêche les gens de se sentir suffisamment forts pour pouvoir parler et témoigner, en tout cas à visage découvert. Il est arrivé aussi dans certaines enquêtes que le mis en cause lui-même tente de réduire au silence les personnes qui pouvaient nous parler. J'ai souvenir d'un mis en cause qui a carrément appelé la direction du journal, mais qui a aussi un petit peu rameuté ses soutiens pour essayer d'agir et puis de contrer un peu cette enquête, et ça l'a rendu extrêmement difficile. Donc il faut savoir que notamment quand on est face à des gens connus, très connus, beaucoup plus connus et puissants que les personnes qui vont venir dénoncer les violences, c'est une vraie difficulté pour nous. Et c'est pas seulement des pressions ou peur de représailles qui peut toucher les victimes, ça peut toucher, comme je disais tout à l'heure, les témoins, auquel cas ça rend nos enquêtes beaucoup plus difficiles et beaucoup plus longues. Et c'est pour ça en fait que ces enquêtes, souvent on met 6 mois, 8 mois, 1 an à les faire. C'est qu'en fait c'est ce temps-là pour convaincre les gens de parler, tout en essayant de contrer et de contourner ces tentatives de les faire taire, parce que c'est concrètement ça. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière? Ouais, on va la lancer quand même. En plus, c'est une question un peu piège, mais comme ça, on finit sur une touche un peu positive. Et face à toutes ces histoires difficiles, dures, etc., on a Léa qui nous pose une question. Bonjour, est-ce que vous avez des ouvrages à conseiller qui traitent des violences sexistes et sexuelles? Vous avez 1 minute. Alors moi, je ne sais pas si c'est exactement sur en soi directement les violences sexuelles, mais moi je conseillerais le livre des 2 journalistes du New York Times qui racontent leur enquête sur Harvey Weinstein. Et quand on pense qu'on a tout entendu sur Weinstein et qu'on n'a plus envie d'en entendre parler, il faut lire ce livre, parce qu'en fait on apprend 1000 choses et ça raconte quand même
combien ces enquêtes journalistiques peuvent être difficiles, mais aussi sérieuses. Cette enquête, elle est passionnante et elle raconte aussi ensuite comment les différentes victimes de cette affaire se sont rencontrées, une rencontre organisée par les journalistes du New York Times, et c'est passionnant combien elles ont pu échanger sur des vécus communs. Bref, moi je conseille ce livre-là, il s'appelle She Said. Moi, je suis d'accord avec Marine parce qu'en plus, ça décrit exactement et notre travail et les mécanismes dont on parlait, qui sont exactement les mêmes d'une enquête à l'autre. Concrètement, évidemment, là, c'est paroxystique, si je puis dire. C'est-à-dire que vous avez évidemment un phénomène de pouvoir, d'argent, d'avocats mobilisés qui sont immenses, mais les phénomènes de réduction au silence des victimes, de peur d'être tout seul, de peur de l'isolement, d'accords de confidentialité dont on ne sait que faire, de peur de répercussions professionnelles, de ne pas en avoir parlé forcément au reste de sa famille. Enfin, tout y est en fait. Tout est raconté dans le livre. Et en fait, vous avez tout ce qu'on retrouve dans à peu près toutes les enquêtes qu'on traite. Et pour se donner quand même du courage et aussi penser que la parole, elle peut être à un moment donné entendue, pas forcément par la justice, mais dans l'espace public. Il y a le livre de Julia Foyt, journaliste de France Inter, qui a raconté le viol qu'elle a subi et le passage devant la justice, qui n'a pas été évident, mais qui est un livre qu'il faut lire. Super, ben merci beaucoup. Merci Lénaïque, merci Marine. Merci. Merci à tout le monde pour les questions et pour votre participation. Restez en ligne pour la prochaine table ronde avec laquelle on peut faire un lien, désordre du monde et crise climatique, parce que, encore une fois, les femmes sont en première ligne, même face aux enjeux climatiques. Et c'est pas possible techniquement à cause des GAFAM, à cause de YouTube. On voulait vous passer un peu d'Anne Sylvestre qui nous a quitté hier en hommage. On va essayer de la mettre dans les commentaires et prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.